Alors, je te propose de passer à la suite, hein, tout simplement. On va parler de la FIA qui est allée inspecter la Mercedes, la presque Mercedes Rose de Racing Point au début de l'année. C'est même Racing Point qui a dit à la FIA, venez voir, venez mes chers enfants, venez voir cette belle fausse Mercedes. La FIA a dit, bah non, bah écoutez, ça a l'air d'être légal. Ils ont même pris les plans de la W10, donc la Mercedes de l'année dernière, pour dire effectivement, bah, pour essayer de comparer et dire, ah bah non, il y a des similarités, oui, mais ce n'est pas effectivement. Racing Point a bien construit elle-même sa voiture, et ça c'est beau. Alors effectivement, c'est plus simple pour Racing Point de construire une presque Mercedes, puisque jusqu'à présent ils étaient un petit peu dans le mal financièrement parlant, puisque bah ils étaient obligés de construire sur la voiture de l'année précédente parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens pour pouvoir faire ça. Donc c'est la première Racing Point construite entièrement sous l'ère Stroll, qui est venu avec une belle injection de cash, comme on dit. Ton regard d'abord sur cette Mercedes presque rose, rapidement ton regard sur cette écurie Racing Point et le rachat par Lawrence Stroll, j'allais dire Lance Stroll, non pas encore, mais par Lawrence Stroll. Ton regard là-dessus? Écoute, on en a beaucoup parlé dans les pistonnés et j'étais à l'époque assez d'accord, notamment avec ce que toi tu disais, c'est-à-dire que oui, en termes d'essence pure de la Formule 1 qu'on aime et d'élitisme même, parce que quand on aime la Formule 1, on est tous un petit peu élitiste, ça peut poser un problème moral, encore une fois, mais moi je trouve ça super intelligent d'avoir fait ça de cette manière-là et surtout d'avoir utilisé une zone grise du Mm. règlement, parce que si tu veux, on y reviendra, mais c'est pas les premiers à avoir eu cette idée. Je sais que notamment, tu as David Richards, dont on a beaucoup parlé. Je ne sais pas si tu te rappelles, on a été invité à un déjeuner à l'époque où il n'y avait pas de Covid. On était en janvier, tu Ah, vois, on c'est beau préparait ça. nos grands projets et on était invité, toi et moi, en plein centre de Paris Ah, c'est pour beau. un déjeuner absolument magnifique où on parlait avec des décideurs de ce sport et on nous avait dit que David Richards, donc l'ancien patron de ProDrive et de Benetton, est passé aussi à l'époque par Barre, Ouais. l'un des garçons pressentis d'ailleurs pour prendre la tête de la FIA et d'être peut-être un des successeurs de Jean Todt. Il arrivait, lui, en 2008, tu vois, avec ce qu'il appelait le projet Discount, c'est-à-dire racheter une écurie, racheter, pardon, excuse-moi, une voiture à une écurie. À l'époque, c'était McLaren, tu vois, le mec Ouais. s'était pas fait chier, tu vois, il est allé chercher La l'écurie qui meilleure. performait le plus. Et l'idée, c'était de brander ensuite autour la voiture. Ça coûtait à l'époque 5 fois moins cher et surtout, ça permettait de rapporter 2 à 3 fois plus d'argent qu'aujourd'hui. La FIA à l'époque s'est opposée en expliquant qu'une écurie, la base d'une écurie, c'est qu'elle doit construire ses propres pièces. Donc là aussi, tu vois, il y a peut-être Mhm. une zone grise vis-à-vis de Racing Point sur le fait de est-ce que si tu rachètes des plans ou je sais pas tout à fait Ouais. comment sont faits les règlements à ce niveau-là, mais en tout cas 12 ans après, on a une Racing Point qui a réussi à contourner le règlement, qui a réussi peut-être à appliquer ce que David Richards voulait mettre en place à l'époque. Et moi je te dis, je suis un enfant des années 90, hein, c'est-à-dire que j'ai connu l'époque où Ligier et Benetton partageaient le même châssis, Mm. et il y en avait d'autres, hein, où tu avais des constructeurs de châssis qui étaient des sous-traitants, on va dire, aux écuries. Donc non, ça me choque pas. Après, en effet, il faudrait voir si ces cas se multiplient, quel serait l'état de la Formule 1 après et comment tu protèges aussi les constructeurs parce que les constructeurs ils dépensent des millions Ouais, et des bien sûr. millions d'euros Eh ouais. et tu as un Gus qui arrive qui fait de la copie chinoise et la copie chinoise qui marche bien, tu vois, et qui peut avoir des résultats. Donc c'est plus le cas Racing Point ne me choque pas, mais il faut voir s'il se multiplie quoi. Bah oui, voilà, c'est la vraie question. Est-ce que ça peut se multiplier? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Red Bull, Ferrari seraient prêts à accepter effectivement à vendre leur voiture de l'année précédente à des plus petites équipes si jamais les petites équipes ont trop de mal à développer une voiture pour être performante, genre de truc. En tout cas, voilà, vendre la voiture de l'année d'avant, pas vendre la voiture de la même année en cours. En tout cas, voilà, pour Mattia Binotto par exemple, c'est pas un sacrilège parce que, eh bien, effectivement, ça a été le cas dans le passé. Tu le disais, Manu, dans les années même 80, même 70, même au tout début, dans les années 50, on achetait des voitures à tire-larigot pour pouvoir courir. Williams a commencé en achetant des voitures justement pour pouvoir courir. Donc voilà, c'est clairement pas quelque chose de nouveau. Ça se fait aussi en MotoGP. Ça marche pas trop mal en MotoGP, effectivement. Mais comme tu le disais, quid du championnat constructeur, parce qu'aujourd'hui le championnat du monde de Formule 1, il y a un championnat du monde pilote et il y a un championnat du monde
constructeur, et c'est bien le terme constructeur qu'il faut bien comprendre. McLaren avec Zak Brown est moins d'accord là-dessus en disant bah non les potos, nous on fait nos châssis machin, on est un vrai constructeur, et du coup ça nous la mettrait mal si nous on se foire sur un châssis et que bah du coup t'as 2-3 écuries qui achètent des châssis l'année dernière et qui nous passent devant. Là auquel cas ça ferait quand même très très mal au cœur effectivement. Est-ce que si jamais c'est quelque chose qui arrive, est-ce qu'on passerait pas sur un championnat équipe? Parce que bon, nous en vrai, qu'est-ce que ça change pour nous téléspectateurs au final, d'avoir un championnat constructeur, équipe, genre de choses. Est-ce que c'est pas aussi l'esprit de la Formule 1 d'avoir des indépendants finalement, plus des équipes que des constructeurs à part entière? Ton regard là-dessus, est-ce que vraiment c'est quelque chose, quoi, toi, qui te dérangerait de te dire bon bah c'est plus un championnat constructeur, c'est plus un championnat équipe? Est-ce que c'est quelque chose qui, voilà, est-ce que t'es plus philosophie Red Bull Ferrari ou Zak Brown en mode non, quand même, voir une as camouflée en Ferrari qui passe devant moi et qui se bat pour le championnat constructeur justement, et puis qui me passe devant McLaren alors que j'ai mis des centaines de millions d'euros dans mon châssis. Est-ce que tu le prendrais comment? Bah, McLaren, c'est un constructeur de voitures, donc c'est sûr qu'en plus, lui, par rapport à sa position au championnat du monde, c'est sûr qu'il a beaucoup plus à perdre, on va dire, qu'un Ferrari, qu'un Red Bull, qu'un Mercedes. Après, il y a une réalité, tu le disais tout à l'heure, est-ce que la Formule 1, c'est l'histoire de grands constructeurs ou est-ce que c'est une histoire de petits artisans? Moi, j'ai envie de te dire un petit peu des deux. Et qu'avec Bernie Ecclestone, on a connu une époque où les grands constructeurs ont remplacé les petits artisans. Ouais, et aujourd'hui, tu n'as plus que 20 voitures sur cette grille de départ. Moi, je te dis, j'ai connu la Formule 1, il y avait 24 voitures au départ. 26 mais voitures t'as quel âge? C'est pas possible. C'est 30 piges, les gars. Désolé. Non, mais tu vois, quand tu prenais les années, je crois 95, je crois que tu avais entre 24 et 25 voitures, ouais, ou 24 et 26, je crois, il me semble, au départ. Aujourd'hui, pour moi, 20, je vais pas te mentir, il y a de plus en plus de courses, il y a de moins en moins de voitures. À un moment donné, il y a un petit souci quand même en Formule 1 et ça coûte beaucoup trop cher aujourd'hui pour un petit artisan de venir en Formule 1. Tu vois, on voit, il y a des écuries qui sont depuis des années en F2, en F3 et qui ne peuvent pas passer ce pas et rentrer en Formule 1. Ça pourrait être l'occasion justement d'étoffer un petit peu plus cette grille de départ. Et il y aurait peut-être plus à gagner aussi pour les constructeurs si tu avais ce mélange-là. Et je fais confiance aux usines et aux constructeurs. On voit comment ça se passe au MotoGP. Tu vois bien aujourd'hui qu'une écurie, une équipe satellite ou une équipe cliente, on va dire, ne dispose pas des mêmes avantages qu'une écurie d'usine. Donc, je me fais pas de soucis là-dessus. J'imagine bien que Mercedes, Ferrari et les gros comme Red Bull garderont leur avantage concurrentiel sur les petits clients. Oui, voilà, ça te donnera la moitié du mode d'emploi de la voiture et puis l'autre moitié, ce sera à toi de la trouver. Ce qui se fait évidemment, hein, les gars. Alors, faut savoir, hein, en Formule 1, par exemple, on avait, c'était dans les années 2000, la Sauber en 2004, je crois, c'était la F2004 tout simplement. Elle marchait quand même moins bien, mine de rien, avec au volant Massa et je ne me souviens plus. 2004, c'était Massa et. C'est pas Eiffel, non. Ah si, c'était peut-être Heidfeld, ouais, t'as peut-être raison, c'était peut-être Heidfeld. Bon, ça dira dans le chat évidemment. Et puis aussi, tentative entre guillemets un peu avortée qui montre que finalement à essayer de faire sa propre écurie de Formule 1 c'est extrêmement difficile avant même les V6 hybrides qui coûtent une fortune, et c'est bien pour ça aussi qui fait que les écuries indépendantes ont beaucoup de mal, c'est qu'elles ne peuvent plus, il n'y a plus de constructeurs de moteurs indépendants qui peuvent faire ah non, c'était une F2003 GA, my bad, Physique est là en 2004, tiens. Physique est là, ouais, effectivement. Effectivement, donc les V6 hybrides coûtent tellement cher à concevoir que t'as pas de constructeurs de moteurs indépendants comme Cosworth qui s'y sont mis. Donc ça c'est un premier problème, et puis on a vu les tentatives qui sont mal terminées à partir de 2010 avec Marussia, HRT et puis Caterham, effectivement qui sont tentés sur une écurie low cost et on voit que ça a pas du tout marché malheureusement. Donc effectivement c'est quelque chose qui est un petit peu dommage. En MotoGP il y a 5 constructeurs, en F1 il y en a que 4. Alors ouais, il y en a 3,5 on va dire, puisque Honda est juste constructeur moteur. Mais voilà, donc dernière chose, on va rebondir là-dessus pour terminer là-dessus. Est-ce qu'on peut faire... On peut se reposer finalement que sur ces constructeurs généralistes qui ont une énorme puissance financière comme Mercedes, Renault, Honda forcément, et puis Ferrari. Alors Ferrari est un cas peut-être un petit peu à part, mais est-ce qu'on peut se reposer uniquement sur eux? Parce que le jour où eux partent de la Formule 1 en tant qu'équipe ou en tant que fournisseur de moteurs, la Formule 1, on fait comment pour les écuries qui peuvent pas construire leur propre moteur? Est-ce que
ça peut se faire. Est-ce que on a vu avec le DTM où il reste plus que BMW dans ce championnat, est-ce qu'on peut se reposer sur ces constructeurs, ou est-ce qu'il serait pas temps d'essayer de trouver justement une nouvelle synergie là-dessus? Bah, écoute, moi je vais te dire, il y a un exemple moi, que mon père, mon papa m'a souvent dit, tu vois, pour te dire l'équilibre important à trouver entre constructeurs et artisans. Il me parlait, moi, tu vois, de ce qu'il a connu quand il était gosse en endurance. Il disait à l'époque, tu vois, l'endurance, c'était prisé de toutes les marques, de tous les pilotes, parce qu'il fallait que tu Exact. montres ton côté fiabilité, etc. C'était la reine des compétitions, on va dire, en sport automobile. Puis le monde, il a changé. La Hmm. fiabilité, on en avait peut-être un petit peu moins, on y faisait moins attention, on voulait de la puissance, on voulait autre chose. Et à ce Ouais. moment-là, bah, les constructeurs ont quitté l'endurance et se sont retrouvés notamment en Formule 1 et dans d'autres disciplines. Et aujourd'hui, tu peux te dire que le début de la fin pour la Formule 1, ce serait que les constructeurs partent. Et Ouais. que si les constructeurs partent, on va forcément ouvrir les vannes, changer les règlements pour que des petits artisans puissent venir. Et à ce moment-là, est-ce qu'on ne parlera pas d'une Formule 1 B ou bis, ou Ouais. d'une Formule 1 un petit peu au rabais? Donc c'est pour ça que je te dis, c'est très 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 important de garder cet équilibre parfait, on va dire, entre artisans et constructeurs. La Formule 1 a besoin des constructeurs. Qu'est-ce que serait la Formule 1 sans Ferrari? On ne sait pas. Qu'est-ce que Hmm. serait Ferrari sans la Formule 1? On ne le sait pas non plus. Mais il faut également que tu aies ce qu'on appelle des artisans. Aujourd'hui, Williams, c'est un artisan, mais Ouais. à l'époque, c'était bien sûr une super grosse écurie, super bien structurée. Mais c'est important, en tout cas, que les historiques restent, qu'il y ait du patrimoine, de la culture, de l'ADN de Hmm. la Formule 1 qui reste bien sûr au tournant, et qu'on puisse permettre à des nouveaux arrivants d'arriver, et surtout qu'on fasse une F1 un petit peu moins chère pour que les constructeurs aient peut-être aussi envie De de rester. rester. Et effectivement, bon bah voilà, vous avez les belles paroles d'Emmanuel pour finir sur ce sujet évidemment ô combien complexe des voitures clientes. Et oui, ça c'est quelque chose, vous nous dites dans le chat si c'est quelque chose que vous aimeriez voir en F1, ces fameuses voitures clientes, si ça vous pose un problème ou pas. Moi personnellement, ça me poserait pas tant de problèmes que ça en vrai, parce que quoi qu'il arrive, même si une Racing Point, bon alors peut-être pas le bon exemple parce que du coup ça va devenir Aston Martin, mais même si une Toro Rosso devenait une Red Bull, alors on a eu le cas en 2008 où effectivement la Toro Rosso marchait mieux que la Red Bull, donc c'était un peu gaulerie quand même. Mais voilà, il y a toujours ça permettrait peut-être d'homogénéiser un petit peu plus le paquet. Est-ce que ce serait quelque chose qu'on aimerait voir? Voilà, il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. Bon,